Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Alors les médias traditionnels comme la presse, la radio et la télévision restent des piliers fondamentaux pour informer et éduquer. Mais cependant, leur rôle évolue face aux défis sociétaux actuels. Des rédactions qui vont se réinventer pour traiter des sujets complexes, typiquement la RSE ou la transition écologique. Des audiences également qui attendent des contenus à la fois engageants et pertinents, sans utilisation intempestive de l'IA. Et des fake news régulières sur lesquelles on ne peut faire confiance et savoir qui dit la vérité. Alors dans ce contexte, les marques ont une opportunité unique de collaborer avec les médias pour construire des récits qui vont être authentiques, alignés avec leurs engagements sociaux et environnementaux. Mais finalement, quel est le rôle de ces médias dans la transformation des entreprises ? Alors dans cet épisode de Marqueur, vous l'avez compris, on va parler médias et enjeux autour de ces sujets-là. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cindy Bétan, qui est directrice marketing et communication chez Cision, experte en communication et engagement des marques. Bonjour Cindy. Bonjour Diane. Bienvenue chez Marqueur. Eh bien, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur mon épisode et tu es l'invitée recommandée par Patrice Lobignan. Dans notre épisode où on a parlé de marketing, évidemment, le marketing moins mais mieux. Je reconnais Patrice. Voilà, exactement, avec son slogan choc. Et donc l'idée est de creuser un peu plus sur le sujet des médias, l'importance, l'impact. Les marques aujourd'hui ne peuvent pas faire sans. Et donc on va aborder un peu tous ces sujets-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de qui est Cision, j'aimerais savoir plutôt qui tu es toi, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, alors j'ai un parcours, ça fait 15 ans aujourd'hui que je suis responsable marketing, plutôt tourné IT, donc plutôt des logiciels au début, et résolument B2B. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Donc, j'ai fait plusieurs entreprises, de la sécurité informatique à la dématérialisation. Et puis ensuite, je suis arrivée chez Cision. Mais à l'époque, ça s'appelait encore autrement. C'était une époque où on me demandait finalement d'accompagner la transformation d'un logiciel qui s'appelait DataPress, que les attachés de presse connaissent, qui sont des solutions de RP pour les attachés de presse. Et puis depuis, il y a eu plusieurs rachats et Cision est rentré dans le game et a élargi largement son offre auprès des communicants. Donc, on n'est plus que dans les RP, mais dans la communication plus au sens large. Et du coup, voilà, ça fait maintenant 15 ans que je gravite dans ce monde-là, et puis 8 ans que je m'adresse aux RP, aux communicants, pour leur montrer comment on peut plus se digitaliser, plus profiter des nouvelles technologies, mais aussi mettre plus de sens finalement dans nos actions et puis élargir un petit peu notre périmètre parce que je pense que la communication est un service qui peut prendre encore beaucoup plus de responsabilités dans les entreprises. Si tant est que le directeur communication en soit convaincu, qu'on lui en donne les moyens et qu'il sache vraiment où il va. Donc voilà, j'essaye d'explorer les différents chemins pour que finalement la communication soit un service fort de l'entreprise, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Alors tout dépend de l'importance qui est donnée sur ce sujet-là par rapport à les directions, mais c'est aussi un des premiers postes que l'on a tendance à couper quand on est en
en crise financière, si on peut appeler ça comme ça, ou en inflation, en tout cas en difficulté économique oui. au niveau des entreprises, que ce soit en tant que marque ou quand on le vit dans sa propre boîte, de se dire il va falloir faire des coupes. Ça, tu le ressens aussi Je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment le ressentent. On est clairement dans une période, on va dire, de rétractation des budgets. Et évidemment, les budgets sont souvent les premiers coupés. Après, c'est pour ça aussi qu'il me semble qu'il faut que la communication prenne un sens plus large, des responsabilités plus transverses et plus grandes au sein de l'entreprise, à l'interne, mais aussi à l'externe. Et c'est aussi comme ça qu'on sera, on va dire, moins victime justement de ces fluctuations économiques, qu'on soit vraiment un pilier fort, parce que au final, la communication, c'est créer du commun. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a beaucoup besoin, que ce soit en interne ou en externe. C'est joli, ça, créer du commun. Je l'ai jamais entendu comme, comme définition, mais j'aime bien avec cette notion de commun à plusieurs aussi. On est plus fort et on construit des choses plus impactantes. C'est ça, évidentes. Je pense qu'on est dans une période où ça fait maintenant, depuis l'essor des réseaux sociaux, donc on va dire à peu près une quinzaine d'années, où on nous parle d'engagement, mais pour être engageant, faut être plusieurs, faut créer une impulsion, et la question c'est comment justement on trouve cette impulsion. On la trouvera forcément dans le collectif, et je pense que c'est là le premier rôle de la com finalement. Et alors, au tout démarrage, tu avais fait des études de com ? Alors, j'avais fait des études de mathématiques, comme quoi ça mène à tout. Ça mène à tout, et j'avais été recrutée dans mon premier poste pour ce côté très data, déjà à l'époque. Et puis, c'est chez Cision que j'ai, on va dire, délaissé un petit peu le marketing pour m'orienter plus vers la communication. Mais j'aime pas trop dire ça, parce qu'honnêtement, il y a un gros flou aujourd'hui des frontières entre com et marketing. Donc finalement, j'ai les deux casquettes. Mais oui, j'ai plutôt fait des études scientifiques, et qui me resservent beaucoup aujourd'hui dans un monde où on a une injonction à être data-driven. Donc ça permet de faire parler les chiffres, de convaincre sa direction. Là aussi, je pense que les gens qui m'écoutent le savent. Parfois, quelques chiffres, c'est beaucoup mieux qu'un long argumentaire pour convaincre justement des budgets et pour convaincre de ses actions. Et puis je voudrais rajouter aussi, parce que c'est quand même quelque chose dont je suis fière. Je suis autrice d'un livre. Génial. Tu m'avais caché ça. J'ai fait ça. Je suis co-autrice d'ailleurs, d'un livre qui s'appelle Culture RP Cross-Gen, qui a finalement clos un chapitre de l'histoire de l'Argus de la presse, qui est désormais Cision, qui avait monté un des premiers blogs B2B français qui s'appelait Culture RP, et qui a interviewé plus de 1500 experts sur l'évolution des RP de 2013 à 2023. Et pour les 10 ans du blog, nous avons fait un livre avec les meilleures tribunes, les 20 meilleures tribunes qui sont toujours actuelles aujourd'hui, donc des gens qui étaient vraiment visionnaires sur comment faire évoluer ces pratiques RP, comment justement dépasser les frontières. Et donc voilà, c'est évidemment un livre que je vous conseille à tous ceux qui ont besoin de confiance et qui ont besoin de se rassurer en se disant qu'ils sont essentiels à leur entreprise. Lisez-le, et j'espère que ça vous mettra du baume au cœur, parce que nous, en tout cas, on y croit. Et alors, est-ce qu'il y a un ou deux insights du livre que tu aimerais développer ? C'est à la fois dans le livre, mais c'est aussi à travers une étude que Cision sort tous les ans, qui s'appelle State of the Media, et qui a interviewé plus de 3000 journalistes dans 19 pays. Voilà, une belle étude mondiale sur finalement les attentes des journalistes et la façon dont eux font évoluer leurs pratiques, leurs nouveaux défis au quotidien. Et à travers cette étude, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, on voit bien que les pratiques changent. On voit bien que si on veut faire évoluer notre rôle de communicant, il va falloir travailler plus en phase avec comment les médias et les journalistes travaillent. Et cette année, on se rend compte vraiment, et ça va comme ça depuis 4-5 ans, que journalistes et communicants sont vraiment aujourd'hui partenaires. On a des défis à relever qui sont du même ordre. Notamment, le premier défi des journalistes, quand on les interroge, c'est
être un média de confiance et lutter contre les fake news. Donc c'est quelque chose que communicants et journalistes doivent avoir en commun, puisque cette confiance, c'est la clé finalement pour nous, puisque plus les gens auront confiance en les médias, plus nous, on sera finalement heureux de publier dans ces médias, que ce soit au niveau publicité, que ce soit du paid, du paid ou du earned plutôt. Et restaurer la confiance dans les médias, c'est aussi restaurer la confiance envers ses publics. Et quand on est une marque, no trust, no business. Donc nous, on a vraiment cet enjeu de comment, dans ce monde de défiance généralisée, on va le dire, on croit plus en grand-chose, on croit plus en nos politiques, en nos institutions, on croit plus la publicité. Enfin voilà, on est beaucoup moins crédule qu'avant. Et en même temps, ce monde de défiance, il casse quelque chose dans notre société. Puis aussi pour nous, DIRCOM, dans la façon dont on a de faire notre métier. Donc voilà, la clé, c'est vraiment d'être partenaire. On est dans un écosystème, on est dans le même, celui des médias finalement, que ce soit les communicants, les journalistes, les pilotes de marque. Et restaurer cette confiance, c'est vraiment quelque chose d'important. Et travailler main dans la main avec les journalistes, c'est important. Et ce que montre l'étude cette année, c'est que les journalistes, ils utilisent de plus en plus l'IA, la data, ils utilisent les réseaux sociaux, mais pléthore de réseaux sociaux pour plein de raisons différentes, que ce soit pour promouvoir leurs articles, pour aller chercher des personnes à interviewer, pour mesurer leurs résultats, pour construire leur ligne éditoriale aussi. Donc il y a un vrai enjeu pour nous de comprendre ce qu'ils cherchent et comment ils travaillent aujourd'hui, pour adapter nos pratiques et puis pour leur être le plus possible utile. Donc voilà, cette étude ressort vraiment ce côté vraiment main dans la main et partenaire entre journalistes et communicants, qui était moins le cas il y a quelques années en arrière. On a besoin d'intégrer, d'impliquer l'ensemble des parties prenantes. De toute façon, l'entreprise et les médias est une des parties prenantes qu'on maîtrise le moins, puisqu'il peut y avoir un effet positif ou un effet négatif vis-à-vis de la marque. Enfin, on a toujours peur d'un bad buzz qui vient d'un dossier ressortant de 60 millions de consommateurs, par exemple, si j'en cite un, ou d'autres magazines, reportages télé, où on sent qu'il y a peut-être une petite bête noire à créer. Et donc, il y a cette crainte-là qui fait qu'il y a quelques années, il y avait plus de distance entre les médias et les marques, alors que maintenant on est un peu plus main dans la main pour lutter contre des fake news, pour lutter contre la personne lambda qui peut devenir elle-même avec une fausse casquette de journalisme et qui peut se dire je suis journaliste parce que j'exprime mon point de vue sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Non, mais c'est exactement ça. Alors, et il y a deux choses. Déjà, ce qu'on appelle le earned media. Donc, alors justement, j'allais y revenir parce que je me dis, tous les auditeurs qui sont dans le market et la com, le paid, le earned, ça va leur parler. Mais admettons, j'ai des DG de boîtes. Ah, pardon. Alors, et là, forcément, ils sont passés en se disant, hop, un petit mot. Donc, je voulais revenir dessus. Exactement. Si tu peux redétailler les deux. On a l'habitude, un modèle qui s'appelle le modèle POEM. Ouais, j'aime bien son nom. Paid, Owned, Earned Media. En fait, c'est une façon de diviser, de séparer les différentes tactiques de visibilité pour l'entreprise. Donc, la première tactique, c'est le paid. Elle est facilement compréhensible. C'est tout ce qui consiste à payer pour avoir de la visibilité. Ça, c'est super. Généralement, il y a du retour sur investissement chiffré. En tout cas, on est capable de le mesurer. C'est des bannières, c'est de la pub, c'est payer un influenceur pour qu'il parle de votre marque. Et effectivement, c'est sympa parce que à partir du moment où vous payez, vous n'avez pas de mauvaise surprise en général sur le contenu. La deuxième tactique de visibilité, c'est le owned. Donc ça, c'est tout ce que vous possédez. Ça peut être votre site web, votre newsletter, voilà. Tout ce que vous possédez, ça c'est génial parce que vous maîtrisez complètement le contenu, puisque c'est vous qui l'écrivez. Les vidéos institutionnelles. Les vidéos institutionnelles, voilà. Tout ce qui vous appartient, vous maîtrisez le contenu. Ce qui est moins génial, c'est que si vous n'avez pas un canal de diffusion assez large, vos contenus n'auront forcément
moins de portée que s'ils sont relayés par un média plus mainstream et plus large. Et puis la troisième visibilité, c'est non pas ce qu'on paye, c'est non pas ce qu'on possède, mais c'est ce qu'on va gagner. Donc c'est ce fameux earned media. Et ça, historiquement, le earned media, c'est les RP, c'est les relations presse. Mais aujourd'hui, ça peut être, le fait que quand vous publiez sur vos réseaux sociaux, donc là on est sur du owned, ce soit partagé 2000, 3000 fois sur LinkedIn, sur X ou que sais-je. Et bien là, on passe au earned media, et c'est vraiment tout ce qui consiste à faire parler de sa marque par les autres. Alors, l'inconvénient, c'est là où c'est tout gagné. C'est là où c'est tout gagné, c'est tout gratuit, comme qui dirait. Sauf que c'est une vue de l'esprit, parce que déjà, c'est très long terme. Il n'y a pas de retour sur investissement direct, donc parfois on a du mal à se projeter sur la durée quand on est un directeur marketing ou communication, parce qu'on nous laisse pas faire. En revanche, l'avantage du earned media, c'est ce qui inspire le plus la confiance. Je veux dire, c'est comme dans la vie. Si moi, je vous dis que je suis supérieurement intelligente, vous n'êtes pas obligé de me croire. Si après, il y a une centaine de personnes qui vous le disent, peut-être que c'est vrai. Bon, passage, ça n'arrivera pas nécessairement, mais voilà, l'idée, c'est quand les autres en parlent, ça prend forcément plus de poids et ça inspire plus la confiance que quand c'est vous qui auto-proclamez que ci ou que ça. L'inconvénient, c'est que vous maîtrisez pas le contenu, parce que c'est effectivement les autres qui vont en parler. Donc, de toute façon, la meilleure stratégie marketing, c'est celle qui va équilibrer ces trois tactiques. Le problème aujourd'hui, c'est que le earned, tout le monde en veut, mais personne finalement veut travailler vraiment et investir vraiment pour en avoir, parce que oui, ça nécessite de l'investissement. Ça nécessite de l'investissement dans le contenu, dans les relations qu'on va avoir avec les différentes parties prenantes, avec les journalistes, les influenceurs, nos pairs, avec les clubs, les associations. Donc ça demande beaucoup de travail de relationnel et le earned ne peut pas encore aujourd'hui être remplacé par l'IA, par exemple. Ouais, ça c'est certain. On ne sait pas ce que ça donnera demain, mais en tout cas... Ce sera le paid et le owned en premier, ça c'est certain, en tout cas. Ouais. Donc voilà, ça c'était le Zoom explication. Merci. Théorique. Voilà, exactement. Merci pour ça, parce que souvent quand en marketing ou en digital ou en com, on a énormément de jargon anglais. Donc je ne voulais pas perdre tout le monde. Et alors on a parlé, ou tu as parlé à plusieurs reprises de Cision, mais sans forcément expliquer qui est Cision, quel est le rôle ou la mission de Cision. Donc ça va être le moment, voilà. Eh bien, écoute, c'est plutôt le bon moment, puisque Cision, en fait, son ambition, mais c'est précisément de devenir le leader mondial des solutions de earned media. Donc nous, notre rôle, c'est de fournir aux communicants et aux marketeurs tout une gamme de solutions, de technologies, de services qui vont leur permettre de promouvoir leur marque dans les médias. Donc ça passe de logiciels de relations médias où on va pouvoir sélectionner ces journalistes et leur envoyer des communiqués de presse, mais aussi des diffusion beaucoup plus, ce qu'on appelle en wire, donc beaucoup plus, j'allais dire, digitalisé, avec des CP digitaux qu'on envoie sur des packs médias prédéfinis pour communiquer en France et à l'international. Et puis, c'est aussi, surtout, et historiquement, c'est ça, Cision, depuis 150 ans, c'est de la veille média, à la base presse, mais aussi TV, radio, web, aujourd'hui évidemment réseaux sociaux, pour vraiment que les marques comprennent comment on parle d'elles, leur part de marché médiatique, quels sont leurs points forts par rapport à la concurrence, quels sont les lancements produits qui ont bien marché, moins bien, les messages qui tournent. Donc c'est pour ça que chez Cision, on se définit comme des éclaireurs de marque, puisqu'on permet aux pilotes de marque d'être vus à travers nos solutions de visibilité média, et puis aussi de partager une vision sur leur marque, sur leur image de marque, à travers toute la veille et les insights médias. C'est un beau résumé du rôle et de la mission de Cision, et ça c'est clair. Et donc toi, en tant que directrice market com, maintenant c'est peut-être un peu plus facile à comprendre pour nos éditeurs. Tu as une équipe qui est composée de quel type de profil? Alors en France, on est 7. Mais on est beaucoup accompagné par le groupe aux US. Par exemple,
Toute la partie paid est gérée de manière centrale par les US. Donc nous, on a juste un travail de traduction pour les publicités et tout ça, mais tout est géré de manière centralisée. En revanche, pour le owned, eh bien, on localise nos contenus, puis on l'adapte à notre marché. Il n'y a pas du tout les mêmes attentes, les mêmes envies, le même degré de digitalisation selon les pays. Donc, on adapte beaucoup nos stratégies de contenu owned en France. Donc, j'ai des équipes qui s'occupent précisément des contenus. On fait des études aussi qui sont dédiées à la France, parce que si on prend toutes les études monde, parfois, elles sont très anglo-saxonnes. Oui, c'est ça. C'est un peu décalé. C'est ça. Et quant au earned, eh bien, je pense qu'il est très compliqué de faire ça de manière globale, puisque, encore une fois, le earned, eh bien, c'est des relations, c'est des rencontres, n'est-ce pas, Diane? Tout à fait. Je suis en train d'en faire, là, du earned. C'est connaître les journalistes de son pays, de son secteur. C'est vraiment connaître son écosystème et travailler avec les différentes associations. Et ça, il faut une équipe, effectivement, pour faire ça. Donc voilà. Donc, il y a des gens spécialistes du contenu, il y a des gens spécialistes DRP, on a des gens spécialistes du web, du référencement, etc. Donc, on est 7 pour faire tout ça, sans parler des réseaux sociaux, évidemment. Donc, petite équipe, mais ultra efficace. On essaye, il faut. Ça, c'est clair. Et alors, justement, toutes ces dernières années, puisque là, ça fait une quinzaine d'années que tu es dans le domaine et que tu bosses chez Cision, donc tu as eu l'occasion d'en voir un certain nombre d'études, de marques, d'échanges entre directeurs aussi, directeurs market, tu fais partie de la DTEM, donc tu as l'occasion d'échanger avec certains, de comprendre leurs problématiques en tant que marque, que ce soit B2B ou B2C. Et est-ce que tu vois une évolution sur ces dernières années? Alors, sans forcément dire il y a que l'IA qui est en train de chambouler. Voilà, c'est ça. Moi, pour rester finalement très sur vraiment ces toutes dernières années, je pense que si on fait le bilan là depuis 10 ans, en gros, ce qui a complètement perturbé, déstabilisé, changé notre monde, c'est les réseaux sociaux. Bon, ça, depuis 10 ans, ça y est. Donc, je pense que tout le monde aujourd'hui, en tant que marketeur, sait l'importance que ça a. C'est que c'est un canal incontournable et que c'est là où on va aller chercher nos audiences. Et puis, ça va aller, ça dépend comment on le voit, mais soit de mal en pis, soit de plus en plus, puisque de toute façon, les nouvelles générations sont sur ces réseaux. Donc, si leurs marques veulent leur parler, il va falloir effectivement bien intégrer tout ça. Mais on l'a tous compris. En revanche, je pense que ce qu'il y a de très très récent, donc là sur vraiment ces 2 dernières années, c'est 2 choses. C'est l'IA. Bon, je vais pas y revenir. Je pense qu'on est tous en train de se chercher à savoir vraiment comment mettre ça dans ses pratiques marketing. Alors là où c'est plus compliqué, c'est en faire finalement un projet corporate, puisqu'il y a des gros sujets autour de l'IA, autour de la sécurité, autour de la RSE aussi. Moi, je passe mon temps à dire à mes équipes, tu peux chercher ça dans ta tête plutôt que sur ChatGPT, ça fera du bien à l'environnement. Est-ce que là, tes équipes, elles en prennent conscience ou pas? Ou tu es obligé d'avoir un niveau pédagogie sur le numérique responsable? Est-ce que le digital qu'on ne voit pas, avec tous les serveurs et l'énergie mes équipes, oui. Après, j'aimerais que ce soit plus général dans tous les éclaireurs de marque. Mais on est sensibilisé fort à ça et on va en reparler, puisque le deuxième grand changement, c'est justement, à mon avis, la RSE et comment Bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle et comment on intègre vraiment la RSE à son récit de marque. Et je pense que c'est là où il y a beaucoup de choses à faire au niveau des marketeurs et de la communication, parce que il y a parfois on mélange un petit peu la RSE et la communication autour de la RSE. Et peut-être que les Marcom, ce que je vais appeler Marcom Toulon, sera les marketeurs communicants. Ok. Peut-être que les Marcom se trompent parfois sur leur rôle dans la RSE. La RSE, c'est quelque chose d'extrêmement technique. Tous les Marcom n'ont pas à devenir des experts de la RSE. C'est à la fois financier, quand ça touche à l'environnement, c'est extrêmement complexe.
complexe. Il y a des effets qui sont toujours indirects, des effets rebonds. Enfin, voilà, c'est calculer une empreinte carbone, c'est pas si facile et c'est pas notre job. En revanche, je crois que arriver à intégrer la RSE à son récit de marque, être une marque engagée et vraiment savoir vers quoi on va aller s'engager, quels vont être nos combats, quels sont les combats de notre entreprise et pourquoi choisir cela et qu'est-ce qu'on raconte à nos audiences et pourquoi c'est important, ça c'est un vrai sujet et c'est là peut-être que le marketing et la communication devraient prendre un petit peu plus de leadership. Et alors, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir plus d'imagination, plus de créativité, plus d'envie d'aller dans cet axe-là? Est-ce que c'est une question de formation, d'éducation, d'impact au niveau de la direction, tu vois, Alors, c'est tout ça en même temps, Diane. Donc, non, c'est tout ça en même temps. Alors, on sort une étude là tous les ans depuis 5 ans avec un club qui s'appelle le Club des annonceurs, qui est un club qui réunit des pilotes de marque, des communicants. Ça s'appelle le baromètre des marques engagées. C'est franco-français, on le fait sur un périmètre France. Et on a justement demandé aux directeurs communication et marketing, environ 400, comment leur marque s'engageait. Est-ce qu'ils pensaient qu'elle s'engageait suffisamment? Si oui, vers quels engagements elle se tournait? Et puis eux, en tant que directeurs Marcom, comment ça change finalement leur rôle? Comment ils voient la transformation de leur rôle? Et est-ce qu'ils prennent en main justement ce rôle de la RSE? Je vais pas vous lancer plein de chiffres, mais je vais vous en dire quelques-uns. L'étude est toute fraîche, elle date de début 2025. Donc déjà, il faut savoir que les Marcom sont absolument convaincus que l'engagement des marques, c'est une question de survie pour la marque. Ah, bonne nouvelle. Voilà, donc je sais que chez Marqueur, le durable, c'est un marqueur. Oui, c'est ça. Donc les Marcom interrogés à 79% disent « Non, mais c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire du bien à mes campagnes marketing, c'est juste une question de survie. » Parce que il y a des marques qui meurent tous les ans dans l'indifférence la plus totale et c'est effectivement peut-être la clé pour qu'une marque continue à opérer sur son marché en engageant ses audiences, en s'engageant pour la planète, en s'engageant pour la société, parce que c'est aussi comme ça qu'elle va pouvoir durer dans le temps. Donc ça, c'est une première chose pour vous dire à quel point les Marcom sont convaincus. J'ai aussi autre chose. 84% des Marcom disent « La RSE fait partie de mon périmètre de responsabilité ». 84%. Donc c'est énorme. Et enfin, 47% nous disent « Mais attendez, si on ne me donne pas assez de responsabilité sur ce périmètre-là, je serai prêt à démissionner. » Donc voilà, on a carrément posé la question. Je trouve ça très fort et ça montre à quel point on a envie d'y aller, nous, marketeurs et communicants. Après, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour convaincre effectivement sa direction qu'il faut prendre un petit peu plus le lead là-dessus parce qu'il faut pas se tromper. Aujourd'hui, 44% nous ont dit qu'ils prenaient part aux décisions autour de la RSE. C'est minoritaire. Donc on voit là qu'il y a une frustration des Marcom à justement pas avoir assez de légitimité sur le sujet. Moi, je pense qu'une des clés, c'est de séparer les rôles de chacun. Il peut y avoir des Marcom qui sont experts RSE, techniquement, qui assurent le truc. Honnêtement, c'est pas mon cas. Et je pense que c'est le cas d'un minimum de gens. Si vraiment j'ai cette double casquette puisque j'accompagne les boîtes aussi, soit avec une casquette que RSE ou que Marketcom ou les deux. Donc ça, si les auditeurs Marcom qui nous écoutent veulent y aller, clairement, ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller, mais il faut de la formation. Il faut vraiment de la formation. Du coup, moi, je vais m'adresser un petit peu plus à ceux qui n'ont pas nécessairement envie de devenir experts et techniciens de la RSE, mais en revanche, qui ont vraiment envie de prendre part à ce projet et de l'intégrer, encore une fois, dans ce récit de marque qui va engager l'interne et qui va aussi engager l'externe. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est très nombreux à penser que ça contribue aussi à la performance des campagnes marketing. Et d'ailleurs, attention, parce que ça contribue
contribue aussi à beaucoup de washing, du coup. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans à comprendre, le rôle du Marcom, et je pense que l'un de ces rôles, justement, c'est peut-être de choisir son combat quand on est une marque. La RSE, c'est très transverse, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être aussi bien le côté social, le bien-être des salariés, ça peut être l'environnement, ça peut être la protection des animaux, ça peut être l'écologie numérique, ça peut être des tonnes de choses. Mais quel est votre combat en tant que marque? Et puis ensuite, il faut bien... Qui est une forme, excuse-moi de te couper, qui est une forme de légitimité par rapport à l'essence même de l'entreprise. Exactement, parce que de toute façon, c'est aussi simple que ça, vous n'embarquerez pas l'interne. Si les gens se sentent pas légitimes, mais que vous leur dites, allez, tous les mois, on va aller ramasser les déchets sur une plage. Ok, vous aurez 2-3% de la société qui vont se dire, ah bah c'est sympa, c'est cool, ça change un peu dans ma journée, mais c'est pas ça un engagement de société. Donc effectivement, il faut trouver un engagement qui colle clairement à l'ADN de la société. Mais attention, ça veut pas dire que il faut pas mener tous les combats. Ce que je dis, c'est que celui qui va faire qu'on va communiquer autour de sa marque et de vraiment dire ça c'est mon engagement prioritaire, c'est celui-là qu'il va falloir que le Marcom choisisse. Parce que quel est l'engagement que vos audiences attendent aussi de vous en tant que marque? Je vais dire, je sais pas, si par exemple vous êtes producteur de chocolat, je pense que vos audiences, vos consommateurs attendent plus de vous un chocolat de qualité fait dans le respect des salariés qui travaillent ou dans le respect du pays dans lequel il est produit. Ou enfin voilà, il y a des engagements qui sont autour de ça. Il y a une logique. Il me semble. Ouais. Or là, le problème, c'est que aujourd'hui, on communique un peu sur tout. On a planté un arbre, tiens, telle marque s'engage pour la cause environnementale. Oui, mais non, c'est pas ça un récit de marque. Donc il y a vraiment cette chose à trouver. Et c'est là où on arrive sur du greenwashing finalement. Exactement. Ça, c'était l'épisode 40 avec Mathieu Janisch, où on a abordé l'ensemble de ces éléments-là. Il y a une forme d'authenticité et de transparence qui est d'être je suis droit dans mes bottes et je vais communiquer sur ce qui est évident par rapport à mon cœur de métier et non pas sur un tout petit bout histoire de faire joli et de dire j'en fais ou je fais attention à la planète, alors qu'en fait là, les consommateurs ne sont pas dupes à un moment donné. Ils sont pas dupes, ça se trouve ils s'en fichent en plus, donc c'est juste avoir communiqué sur quelque chose qu'ils n'attendaient pas nécessairement de vous. Donc je pense que quand il s'agit de RSE, de toute façon il faut être très clair, faut commencer par faire. Donc, une fois qu'on a dit ça, oui, et on a le droit de se planter. Et on a le droit de se planter, mais on communique après. Et après, nous, en tout cas, moi, je vais vous parler d'un modèle. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça ces dernières années, notamment avec cette étude du baromètre qu'on fait depuis 5 ans. Et juste pour info, 5 ans, c'était 2019, juste pour vous dire qu'on a 1 an avant Covid. Ouais. Et en fait, on a vraiment vu, t'as vu la bascule, une grosse bascule sur cette sensibilisation, sur cette importance de la RSE au plus haut niveau de l'entreprise, où de plus en plus, les Marcom nous disaient, oui, on est soutenu par la direction générale et ça peut marcher que comme ça. Et pour vous donner un exemple, chez Cision, par exemple, donc on a 3 piliers de la RSE. On a l'environnement, donc on essaye évidemment de baisser notre empreinte carbone. On est accompagné pour avoir une dynamique de baisse sur ces sujets-là. On a des résultats qui sont plutôt pas mal et honnêtement, on communique pas dessus. Si, on communique dessus dans les appels d'offres, puisque maintenant, et c'est très bien, pour gagner du business, donc comme quoi on peut réconcilier business et écologie. Et maintenant, pour gagner des appels d'offres, il faut montrer patte verte, si j'ose. Donc voilà, donc ça nous sert aussi pour montrer qui est Cision et comment on prend soin de la planète. Mais on communique pas plus que ça là-dessus. Pourtant, on a plutôt des bons résultats. On a un deuxième pilier qui est le vivre ensemble.
Donc là-dessus, c'est l'égalité femmes-hommes, c'est le contrat de génération, faire que chez Cision, il y a autant de personnes de plus de 50 ans que de moins de 30 ans, que entre les deux. C'est la diversité, c'est l'inclusion. On a un indicateur femmes-hommes de 99 sur 100, donc on fait vraiment des choses bien, et on ne communique pas dessus non plus. Voilà, parce que finalement, quand on a mis l'environnement et le vivre ensemble dans ces piliers de la RSE, demain je change de boîte, je peux mettre exactement les mêmes, ça marchera. Donc, c'est pas ça qui va faire mon récit de marque, puisque, voilà, dans les prochaines entreprises où je serai, j'imagine que ce sera 2 piliers qui seront pour moi, mais impossibles à ne pas travailler. C'est ça, une évidence. Ça va devenir, de toute façon, des incontournables. Mais c'est ça. Et puis, de toute façon, sur l'impact carbone, c'est légal, hein. Enfin, je veux dire, on a déjà des législations en cours. Mais j'espère que sur ce que moi j'appelle la partie vivre ensemble, on aura aussi, mais c'est le cas, hein, sur l'indicateur femmes-hommes, par exemple, vous avez des amendes si vous n'êtes pas à un certain niveau. Donc la législation aide aussi à booster tout ça. Et on a un troisième pilier qui est là propre à Cision. Sur ce qu'on appelle la confiance durable, où là, on s'engage à être une entreprise éthique, à avoir un personnel formé, voilà, sur le harcèlement, sur la cybersécurité, sur la corruption, que sais-je, voilà, qu'ils aient affaire à une société où ils peuvent faire confiance finalement à leurs interlocuteurs, et à une IA éthique aussi. Donc on a une charte de déontologie pour vraiment qu'ils aient confiance en nos outils aussi, et surtout, et c'est sur ça qu'on va communiquer finalement le plus, sur notre combat qui est la lutte contre la désinformation. Et pourquoi on a choisi ce combat-là ? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, Cision, ça fait 150 ans qu'on est dans l'industrie des médias. On a des experts qui travaillent dans les médias depuis tout ce temps. On a des gens qui vous font vos revues de presse au quotidien, qui trient l'information, qui vous font des analyses médias, des insights. Bref, on a des experts de l'information. Donc, c'était tout naturel, finalement, que notre combat, il aille là-dessus, et celui-là, oui, on le communique beaucoup à l'extérieur. Voilà, on essaye d'abord de faire, mais après de dire. Et c'était peut-être là, moi, ma part dans la RSE. C'était de dire, mais écoutez, moi, je veux absolument intégrer le sujet de la RSE dans mon récit de marque, mais pas n'importe comment et pas n'importe quoi. Donc, voilà, il m'a semblé que c'était un peu mon rôle de dire l'image de Cision, c'est celle-là, notre expertise, c'est celle-là, et je vous propose que ce combat-là, ce soit, j'allais dire, le combat vitrine. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait rien sur le reste. Sur les autres. Mais ça veut dire que celui-là, il est complètement intégré à notre histoire. Oui, intégré et légitime. J'espère. Et là, ça a été facile de trouver cette mission ou cette raison d'être, lutter contre la désinformation. C'était quoi l'histoire? Non. Bizarrement, en fait, maintenant, ça fait, pour être honnête, ça fait 2 ans que je dis ça assez clairement, je crois, j'espère. On a tourné autour du pot, mais pendant... c'est quoi, sur le mot à trouver, non, sur la le combat, formule sur le combat. D'accord. Et en fait, une fois que c'est arrivé par des rencontres, par une association qui s'appelle Entre les lignes, qui faisait de l'éducation aux médias et à l'information, que j'ai trouvé super. En fait, il y a 5 ans, j'ai décidé d'arrêter les goodies. On peut vous dire comme ça se passe. J'ai arrêté les goodies et à la place, je donnais des bonnes actions. Et moi, j'adorais tellement cette association Entre les lignes qu'à chaque fois, on donnait des bonnes actions pour éduquer un enfant aux médias. Et puis, ça, j'ai fait ça pendant... je le fais toujours, hein. Et puis, j'ai eu comme un déclic de dire, mais c'est ça le bon combat. De temps en temps, je distribuais des bonnes actions le vendredi en interne sur Teams. J'étais là, tiens, c'est vendredi, ou le contraire, c'est lundi, vous faites la tête, vous savez quoi, faites une bonne action. Et je voyais qu'en fait, en interne, ça prenait, mais vraiment, quoi. C'était... et là, je me suis dit, mais enfin... C'est juste évident. Et c'est vrai que maintenant, quand on le formule, on a l'impression que c'est tellement évident que pourquoi on n'y a pas pensé tout de suite ? Non, pas nécessairement. Donc ça a quand même pris du temps. Mais ça y est, on est assez sûr de notre combat et on n'a jamais été aussi sûr à quel point c'était important pour la société et pour notre société, mais pour la société avec un grand S et pour les sociétés de manière générale. Et alors, comment tu arrives à gérer entre la vision France
et la vision de l'autre côté de l'Atlantique, au final, le groupe américain, où on sait pertinemment que sur les sujets de la RSE, il y a un décalage. Autant les US nous devancent souvent sur plein de sujets, autant sur celui-ci, il y a une réticence qui est peut-être aussi culturelle, dans le sens où les Américains ont une vision un peu plus court-termiste et du coup se projettent moins à 2030, 2050. Alors 2030, on n'y est pas loin, mais on va dire de 2050 ou au-delà, que nous, Européens, on fait davantage. Comment tu arrives à gérer? Est-ce qu'il y a une Alors oui, simplicité, je te pas confirme. simplicité, Non, voilà, non, pas simplicité. Je te confirme, il y a un vrai hiatus quand on parle de RSE. Par rapport au monde anglo-saxon. Ils sont très tournés autour de la diversité et de l'inclusion. Aux États-Unis, les minorités, c'est quelque chose. Voilà, c'est un combat qui est très important. La cause LGBT, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très important. Donc, quand ils ont un combat, c'est souvent celui-là. Droits humains, droits sociaux. Voilà. Quoique là, il y a certaines entreprises qui ont envie de faire un virage autre sur leur communication, justement. Complètement. Alors Ouais. après, c'est soit on y va tout droit, soit il y en a qui se disent, bah peut-être que je vais prendre le contresens parce que mon audience attend peut-être autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ils sont beaucoup moins sensibles que nous à l'environnement. Et ça, c'est peu de le dire. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un hiatus là-dessus. Mais là où il n'y a pas de hiatus, c'est justement sur ce dernier pilier. Parce que eux aussi, ils sont Cision, évidemment, par définition. Alors, pour info, on est plus vieux qu'eux, hein, parce que Cision est arrivé aux États-Unis après. Cision est né en Suède. L'Argus de la Presse est né en France il y a 150 ans et c'est venu ensuite aux États-Unis. Bon, enfin bon, tout ça pour dire que notre ADN chez Cision, quel que soit le pays dans lequel on est, c'est de traiter l'information, les médias. Et donc, ce combat, il est commun. Donc ça rassemble. Donc ça rassemble. Donc c'est là aussi où on peut voir qu'on a sûrement trouvé le bon combat. C'est parce que il engage tout le monde, il réunit, il fait collectif. Pour revenir à ce qu'on disait au début, on a trouvé notre commun. Ouais, ah bah oui. Très bien. C'est ça. Ça, c'est parfait. Est-ce que tu as envie d'aborder d'autres points avant que j'arrive à mes questions classiques pour mes invités? Non, ouais, je voulais vraiment insister sur ce côté leadership de la com et du marketing sur la partie RSE et de bien comprendre notre rôle. Donc, pour redire un petit peu les rôles, le premier, je vous l'ai dit, c'est vraiment choisir son combat, celui qui sera celui de votre marque et pas de celle du voisin. Le deuxième, pour moi, c'est écoutez le marché. Je pense que les marcoms sont les mieux équipés en système d'écoute. D'ailleurs, nous, nos solutions de veille, les social listening, on les vend à eux. Donc, c'est bien eux qui les utilisent au quotidien. Et il faut vraiment écouter son marché quand on parle de RSE parce que c'est aussi une porte ouverte au bashing. Donc, et puis s'assurer aussi, et ça, c'est le rôle du Marcom, de ne pas faire de washing cette fois-ci. Donc faire attention quand on vous lance une campagne de communication. Près de la moitié des communicants ne sont pas intégrés aux décisions et on leur dit tiens, communique là-dessus. Donc c'est vraiment ce rôle de faire rempart et de dire mais non, ça va pas faire du bien à notre marque. Attention, nos audiences réagissent pas forcément bien. C'est là peut-être le rôle qu'on peut avoir dans la RSE en tant que Marcom, sans pour autant aller sur le périmètre d'expertise RSE où je vous engage à aller si vous êtes chaud. Mais voilà, on a déjà beaucoup de boulot parfois juste avec le Marcom. Donc voilà, juste pour résumer ça. Mais moi, j'adore tes petites questions de la fin, alors je veux bien qu'on y passe. C'est bien. Et bien alors, c'est parti. Donc, mon podcast se nomme Marqueur, aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises. Évidemment, quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque les gens plus loin. Est-ce que le nom Marqueur t'inspire ? Alors, moi, j'adore ce nom. Cool, merci. Ouais, vraiment, parce que j'aime bien le double sens de marqueur. Effectivement, marqueur, donc le cœur que je suis en train de faire avec les doigts et que vous ne voyez pas. Et voilà, c'est ce côté vraiment,
on met un peu de nous là-dedans, de nous collectivement en entreprise pour trouver cette cause commune qui va nous donner finalement une direction, un sens, un pourquoi on se lève le matin et tous le même pourquoi. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa et ça m'inspire vraiment ça, engager les gens ensemble. Si on arrive à engager l'interne, mais bien sûr qu'on y arrivera en externe, et l'inverse est vrai aussi. Si vous n'y arrivez pas en interne, il n'y a aucune raison que ça prenne en externe. Et puis marqueur, ce fameux marqueur, parce que là aussi, je veux dire, quand on parle d'identité, d'ADN, de récit de marque, c'est vraiment qu'on impacte vraiment l'histoire qu'on veut raconter et on doit impacter chacun pour que chacun en soit convaincu. Donc il y a un côté, oui, quand vous êtes chez Cision, bah, vous êtes un éclaireur de marque et votre combat, bah oui, c'est la lutte contre la désinformation. Moi, je trouve que c'est chouette et j'aime bien ce côté marqueur. Voilà. Merci, ça me va bien tout ça. Plein de compliments et plein de sens aussi que tu y donnes, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a une campagne récente de pub, peu importe le choix, TV, presse, radio ou autre, qui t'a inspiré ou qui t'a dit, tiens, là, franchement, ils ont fait fort, ou celle-ci, elle m'a ému, celle-ci, elle m'a... Alors, il y en a une à laquelle j'ai pensé spontanément. Et alors, c'est pas du tout une pub, j'allais dire, responsable, dans le sens où c'est pas quelque chose où on dit ah, mes produits, ils sont bio, c'est du blé français, mes animaux sont bien traités, ou que sais-je. Moi, c'est la pub Intermarché. Sur le coût de la vie, sur l'inflation, où la maman dit à son fils non mais tu vas pas te pavaner avec une banane au goûter, ou récemment non mais des carottes à un pot de départ, non mais et je trouve que faut faire attention à ce côté responsable parce que on a le droit de rire aussi. Je trouve que tout ça manque d'humour. Et bravo à Intermarché d'avoir misé sur l'humour parce qu'honnêtement, je trouve qu'on ose de moins en moins parce qu'on a peur aussi des différentes réactions. C'est dur de faire rire tout le monde. Ça, c'est sûr. Et moi, je trouve qu'Intermarché y est bien arrivé sans jouer justement sur ce registre du responsable qui est parfois un peu culpabilisant. Puis honnêtement, qui parfois fait pas rêver. Donc voilà, il va falloir trouver vraiment une façon de faire du responsable désirable, fun, sympa et drôle. Ouais, exactement. Moi c'est ce dont j'ai envie, en tout cas, quand on fait du marketing ou de la com, c'est de pouvoir se dire on se fait plaisir dans son job au quotidien. Et donc, qui dit se faire plaisir, dit tourner les choses du bon côté. Enfin, j'ai toujours cette vision optimiste. Et même quand on écoute les infos, que ce soit côté environnement, côté politique, économique, c'est assez complexe. Mais j'ai envie de croire en l'humanité. J'ai envie de croire à une espérance par rapport à mes filles, tu vois, à se dire comment elles peuvent se projeter dans 20 ans, 30 ans, 50 ans et que ça continue sur les générations futures. Donc, il y a besoin de cet optimisme-là. Et c'est à nous, j'imagine, marketing, communicants, Marcom, d'avoir ce rôle-là, d'inspirer, d'influencer, mais de façon positive, et d'être des fois, oui, juste fun. Ouais, c'est exactement ça. Et je t'avoue que, d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent et qui veulent m'aider, je cherche à parler de désinformation de manière fun, parce que j'avoue que ça fait 2 ans, on fait plein de choses. On travaille avec Thomas Huchon, qui est un spécialiste anti-fake news, qui fait avec son avatar des vidéos pour débunker les fausses informations. Mais voilà, j'aimerais rendre le truc plus fun, parce que je vous assure que quand on parle désinformation, complotisme, bad buzz, en fait, c'est pas gai, lourd, tout ça, c'est lourd. Et voilà, et je pense qu'il va falloir qu'on arrive à tourner le truc quand même si, bien sûr, le sujet est sérieux. Moi, il me semble qu'il faut que les gens prennent conscience que on est assez conscient qu'on est face à un mur climatique et qu'on a toujours cru que la planète survivrait et que maintenant on se dit ah bah peut-être que pas tant que ça, voilà. Et bah sur la démocratie c'est pareil. Et moi je pense que si on a un mur démocratique qu'on a toujours pensé, enfin moi depuis que je suis née, on m'a dit que voilà c'était on a le droit de penser, d'écrire, de lire, et que ce serait immuable. Enfin je veux dire on l'aurait toujours, on vivrait toujours en démocratie. Eh ben non.
En fait, je suis en train de me dire que là aussi, il y a un risque, qu'il faut la défendre, qu'il faut la protéger. Et je pense que cette lutte contre la désinformation, elle est aussi importante que ça, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment essentiel si on veut continuer à vivre ensemble. Hein. Et du coup, je cherche une façon de le faire de manière peut-être un peu plus ludique, parce qu'honnêtement, quand on est là-dedans, c'est pesant. C'est lourd. Quoi. Donc, appel aux auditeurs, voilà. s'ils ont envie, un petit message en direct à Cindy sur LinkedIn. Voilà, l'appel est lancé. Ça marche. Est-ce qu'il y a un éco-geste que tu aimerais nous partager? Alors, pro ou perso? Alors, c'est perso. Alors, je sais pas si je dois avoir honte ou si je dois être fière de dire que c'est mon fils de 6 ans qui me l'a imposé et l'a ramené à la maison. Et ça, je trouve ça génial d'ailleurs, comme nos enfants sont tellement mieux éduqués à ces éco-gestes que nous. Mais en tout cas, voilà, j'ai un compost. Je suis lyonnaise, hein, la ville de Lyon met à disposition des petits paniers avec des petits cartons pour faire le tri de ses déchets et le mettre dans un compost collectif. Et ben, je le fais, et j'étais la première à dire, mais il est trop petit ce panier, puis ce sac en carton, il va tout se trouer, je vais aller au bureau, puis il y a toutes mes fans de carottes qui vont me tomber dessus. Et en fait, non, c'est solide, ça tient, ça marche super bien. Donc voilà, c'est un éco-geste que j'ai adopté. Bravo. Ouais, alors moi, c'est plus facile en maison. Du coup, le compost, je vais un peu moins loin, on va dire. Ouais. Avec T'as pas des petits sacs en carton Non, la petite boîte en plastique qui se lave et ça va bien. Et alors, dernière question. Est-ce que tu as, ou avant-dernière, je vais peut-être avoir une question surprise. Est-ce que tu as un invité auquel tu as pensé pour un futur épisode? Bah écoute, c'est tout naturellement, comme j'ai parlé beaucoup de cette étude sur le baromètre des marques engagées et sur la place des marcoms dans l'engagement des marques et dans la RSE. Je vous l'ai dit, je l'ai fait avec le Club des annonceurs. Donc, moi, je passerai la main à Karine Tisserand, qui est la directrice générale du Club des annonceurs, ou à Thomas Booth, qui est son président et qui est directeur de marque de AXA. Et ben voilà, je leur passe la main pour continuer ce super podcast. Ça marche. Super. Et ben écoute, tu vois, la petite dernière question. Si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais faire? Changer ou faire? Les deux. Alors là, c'est la citoyenne qui va parler. C'est pas la professionnelle du marketing, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Honnêtement, moi, j'en viens presque à regretter les réseaux sociaux. Je me demande si ça nous a vraiment fait du bien collectivement. Voilà. Est-ce que finalement, ça nous a pas plus séparés que rassemblés? Voilà, je reviendrai à ce moment-là pour qu'on aborde les choses autrement. Pas qu'ils n'existent pas, mais que dès le début, on ait pu voir tous les problèmes que ça pouvait engendrer au niveau des jeunes, au niveau du harcèlement, au niveau de l'estime de soi, au niveau de la désinformation, évidemment, de la polarisation, de la violence qui se passe sur ces réseaux. J'aurais aimé qu'on ait conscience de tout ça avant qu'ils arrivent. Parce que je trouve qu'il y a des trucs qu'on a mal fait du début et maintenant ça s'élanche et c'est difficile à arrêter. Voilà. Alors peut-être que il y a quelques actions vis-à-vis de la sensibilisation sur les plus jeunes, ou de se dire on décale d'autant l'utilisation de ces réseaux en fonction de l'âge des jeunes. Non, puis je pense que les jeunes sont de mieux en mieux formés, donc c'est juste que nous, quand Facebook est arrivé, je sais pas si c'était 2001 ou quelque chose comme ça, on s'est débrouillé avec. Au début, on mettait tous des photos de nos enfants, de nos soirées. On a appris en marchant. Et du coup, ça a donné des choses. Je veux dire, il faut pas se leurrer. Ils ont un impact sur les élections maintenant. On sait que les élections se jouent là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais en Roumanie, il y a des élections qui ont été annulées à cause de TikTok. Donc on se rend bien compte que c'est pas juste pour aller parler à son cousin qui est à l'autre bout du monde. Maintenant, ça a pris vraiment le pas sur nos sociétés, sur notre façon de vivre ensemble. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu anticiper tout ça. Voilà. Merci Cindy. Merci beaucoup Diane, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!